Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Livre Adventure TV. Donc le titre de la chaîne était à égalité avec Book Adventure TV. Bon, on va préférer le franciser, ce titre, plutôt que de prendre Book. Alors j'hésitais entre les deux, ils sont à égalité. On va prendre celui-ci. Contrée littéraire fabuleuse me plaisait beaucoup. Mais eh bien, ce n'est pas le titre qui a été retenu par eh bien, les viewers qui seraient passés par ce détour du web. Alors, aujourd'hui, eh bien, la première vidéo d'un livre qui s'appelle Cyclades. C'est la première vidéo, j'ai pas encore fait mon choix, je ne vais simplement aujourd'hui que vous lire eh bien, la partie prologue ainsi que la partie choix du personnage. C'est un livre qui paraît très très intéressant. Je n'ai eu qu'un seul vote, donc merci Alex pour ton vote. Et puis tous me plaisent, donc je ne dirais pas que Cyclades me plaisait plus ou moins qu'un autre. Ce qui me plaît, c'est qu'on va changer un petit peu d'univers. Hein. On a abordé de la science-fiction avec l'hiver des hommes, et là on repasse dans la Grèce antique, ça promet d'être intéressant. Rappel, sur la vidéo de présentation de Livre Adventure TV, vous pouvez choisir le prochain livre qui sera joué ici sur cette chaîne. Donc vous aviez le choix entre, je le rappelle, Les tambours de Chamanka. Si vous voulez le résumé, vous pouvez aller voir la vidéo. Donc on va jouer le rôle d'un mercenaire abandonné par ses employeurs. Ça semble se passer dans l'Afrique, je dirais au XIXe siècle, dans ces eaux-là. Je n'ai pas lu le début, donc je ne peux pas vous en dire plus. C'est très épais aussi. Nous avions Complot sous la lune, donc ce livre a eu un prix. Je crois qu'ils appellent ça les Yas d'or ou quelque chose comme ça. Et je crois qu'il a eu le premier prix ex aequo avec Fibre Tigre pour sa trilogie sur Aria, d'ailleurs que je n'ai pas mais que je compte bien acheter. Donc ça c'est très adulte. Pareil, vous pouvez aller voir la vidéo de présentation de la chaîne si ça vous intéresse. Et puis je vous avais proposé également Legendary Kingdom. Donc c'est une traduction anglaise, ça a la particularité de se jouer avec 4 aventuriers au lieu d'un seul. Pour les autres, il y aura 5 volumes. Le deuxième devrait sortir en français début 2023. Et enfin, je ne vous le propose pas, mais je vous les montre à l'écran, nous avions Fablelands, eh bien, donc là c'est le livre 2, mais c'est en 5 livres, donc on est parti pour très longtemps, donc pour l'instant je préfère le faire plus tard. Et puis un jour, nous jouerons eh bien, La Cité des proscrits. Je suis très impatient, mais je suis tellement impatient, c'est tellement bon. Une fois que c'est fait, c'est plus à faire, donc je préfère me le garder en réserve pour plus tard, et pour l'instant changer un petit peu d'univers, mais j'aime beaucoup l'univers de Monsieur Déconique et ses chroniques d'Amaron. Je reviens à mon Cyclade. Alors, le Cyclade, donc je vous montre un petit peu eh bien, ma petite feuille A3 où j'ai où on va voyager. Hein, on va voyager dans l'archipel des Cyclades. Je ne vous annonce pas pour l'instant l'objectif de la quête, ça va être indiqué dans le prologue. Particularité, on a une fiche d'errance. Donc dans ce livre, on est poursuivi par un monstre. Je ne peux pas vous en dire plus là non plus, mais j'ai bien compris ça. Et au fur et à mesure que le temps presse, eh bien, il est possible que nous nous fassions rattraper par ce monstre. Voici la feuille de personnage. Donc là, j'ai adopté un nouveau format. Je ne sais pas si c'est... Je vois que ça brille déjà un petit peu à l'écran, donc ça déjà c'est pas bon. Mais ce qui est super pratique, c'est que eh bien, déjà c'est très lisible à l'écran, et puis on peut barrer un petit peu comme on veut. C'est pratique à ce niveau-là. Donc c'est un essai, hein. Si ça marche pas, je reviendrai à la gomme et au crayon. C'est pas du tout compliqué. Donc là je ferai attention parce que j'ai un petit faux jour. Voilà. Sans plus attendre, je me mets à l'aise avec ma caméra. Et puis, on va attaquer cette introduction pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Alors, évidemment, les réserves d'usage. Si vous souhaitez acheter ce livre, vous pouvez regarder cette vidéo, mais les suivantes, vous ne pourrez pas les regarder forcément, puisque ça spoil un max. Hein, donc ça me paraît évident, mais néanmoins, je le rappelle. Alors, voici Cyclades. Donc vous voyez, je l'ai agrandi en A3 parce que c'est quand même assez petit. Donc l'auteur, Emmanuel Queiro, donc je vous rajoute bien son portrait
À l'écran, un bonhomme assez connu dans le monde du livre-jeu qui a obtenu un certain nombre de prix. Et Cyclades a obtenu un certain nombre de prix, mais ce n'est pas le seul de ses livres qui a été récompensé. Donc quelqu'un apparemment qui sait ce qu'il fait. Alors, j'ai un petit visiteur qui semble s'intéresser aussi au jeu. Enfin, je ne sais pas si c'est au jeu ou au dragon. Alors, le prologue. Prologue. De glorieux et récents exploits ont assuré votre renommée dans toute la Grèce antique, et même au-delà. Le peuple vous admire, les rois vous redoutent. D'après les oracles, même les dieux voient votre parcours d'un œil favorable. Mais en ce domaine, mieux vaut rester prudent. L'immortelle progéniture de Cronos et Rhea brille surtout par son inconstance. Les hommes l'ont appris maintes fois à leurs dépens, et c'est à votre tour d'en partager l'expérience. Une convocation par Héphaïstos en personne, et vous voici les bras chargés d'une mission dont vous auriez préféré vous passer. Son épouse, Aphrodite, folâtrerait avec un autre et il vous demande de trouver la preuve de cette trahison. C'est la mort dans l'âme que vous consentez à cette quête peu glorieuse. Mais comment décliner l'injonction d'une divinité courroucée et avide de vengeance? Que vous interpréteriez Antianéra l'Amazone, Brasidas le Spartiate ou Euclès le Frondeur, vous devez sillonner à bord d'un frêle esquif tout l'archipel des Cyclades pour retrouver trace de la déesse volage. Ruse, diplomatie et prudence y seront vos principales alliés pour louvoyer entre monstres légendaires, autochtones irascibles ou imprévisibles immortels. Quant à faire du tourisme parmi les joyaux de la mer Égée, inutile d'en effleurer même l'idée. Le temps vous est précieux et votre enquête doit porter ses fruits avant que le scandale éclate jusqu'au sommet des marches de l'Olympe. Voici pour l'introduction de Cyclades. Alors, les héros, donc nous voici avec le premier héros qui est proposé au jeu, c'est Antianéra l'Amazone. Avant de débuter l'aventure, vous devez choisir parmi ces trois illustres personnages lequel vous allez interpréter. Antianéra l'Amazone. Pas facile pour une femme de se faire un nom dans la société hellénique. Ça tombe plutôt bien, car je n'en fais pas partie. Ayant débarqué sur les côtes grecques depuis l'Orient il y a seulement 3 saisons. Moi, Antianéra, reine de la lointaine et magnifique site au lac Nacré, je n'étais ici plus qu'une simple anonyme. Avec ma hache de guerre au ceinturon, mon arc-long en bois de cèdre et une peau de lion fièrement tendue en travers de l'épaule, j'ai provoqué l'indignation et la colère chez bien des mâles. Mais on me respecte un peu plus depuis que j'ai fait taire les plus excités d'entre eux. Antianéra dispose d'un caractère bien trempé, assorti d'une volonté d'airain. Elle n'est pas venue ici pour trouver sandales à son pied, comme certains ingénus sont prompts à le penser, et par la suite, plus encore, à le regretter. Elle compte revenir dans sa patrie natale, forte de ce qu'elle aura découvert et vécu dans cette Grèce un peu trop assurée d'être le centre du monde connu. Grande, la peau claire, une silhouette élancée, avec de longs cheveux flamboyants assortis au gris de ses yeux, elle dégage une sensualité sauvage digne de la chasseresse Artémis et une personnalité aussi impétueuse que la puissante Héra. Alors, Antianéra l'Amazone, donc peut-être un personnage plutôt axé sur la dextérité, on peut le supposer. Ensuite, nous avons Brasidas, le Spartiate. Oui, j'ai été promu officier très jeune, le plus précoce général hoplite que l'armée spartiate n'ait jamais vu. C'est vrai qu'on en dit beaucoup sur moi. Il me suffit de tendre l'oreille quand les Bleus me pensent loin du feu de camp. À les entendre, j'aurais accompli plus d'exploits que le grand Ulysse en personne. Pourtant, je suis comme n'importe quel autre soldat.
J'ai besoin de ma solide lance en frêne, de mon bouclier rond, d'une cuirasse en bronze et d'un pilos bien vissé sur la tête pour me croire invincible l'espace d'une bataille. Mais je sais bien qu'un de ces jours, un Crétois, un Thrace, ou pire, un de ces faux jetons d'Athéniens m'enverra me faire voir chez Hadès. Comme je le dis la toute première fois aux recrues, vivons loyaux et honorables en attendant la mort. De prime abord, Brasidas impose le respect et la crainte. Une stature de colosse, un visage allongé, coutureux de cicatrices rasées de près, comme pour mieux les exhiber. Des cheveux ras au-dessus d'un front sain d'un bandeau martial. Le guerrier ne jouit pas vraiment d'une gueule d'éros. En dépit d'un tempérament taciturne hérité d'une enfance obscure, le guerrier s'est pourtant révélé très tôt un meneur d'hommes et l'un des plus ardents défenseurs de Sparte aux 100 ennemis. Droit, juste et surtout aimant ses soldats plus que lui-même, son nom est de ceux qui montent naturellement aux lèvres des hoplites pour se donner du courage en plein cœur du combat. Que Brasidas n'ait jusqu'à présent jamais été vaincu en combat singulier ne fait bien sûr que contribuer encore plus à sa légende. Voici pour Brasidas et le dernier. Voici Euclès le frondeur. Euclès le frondeur. Je crois être la preuve vivante que les moires tiennent nos destinées au bout de leurs 3 fils. Si je n'avais pas accompli cette fameuse mission qui va sans doute rester gravée dans les mémoires pour quelques années, je ne serais toujours qu'un simple gymnète de l'armée athénienne parmi tant d'autres. Tout ça pour avoir couru d'une traite depuis Marathon et annoncé la victoire sur les Perses. Attention, je ne dis pas que ce fut simple. Entre la chaleur, la fatigue et les éclaireurs ennemis, j'ai bien failli y lisser ma carcasse. Tout le secret, c'est de combattre et voyager léger. Les hoplites, par exemple, je me souviens combien ils s'amusaient de ma peau de mouton, pourtant coriace, de mon épée courte et de ma fronde. Je ne les entends plus maintenant. Ce fantassin est devenu un héros parmi le corps des gymnètes pour sa performance athlétique hors du commun. Une initiative qui a sauvé la nation hellène d'une grave erreur stratégique dans sa guerre contre les envahisseurs orientaux. De taille modeste, mais les muscles déliés, les cheveux bruns bouclés autour d'un visage au charme tout juvénile et une beauté à rendre jaloux Apollon. Le sourire facile, la langue agile, Euclès a profité de ses nombreux atouts pour accroître sa notoriété dans le pays. Un changement dans son existence qui n'est pas vraiment pour déplaire à cet hédoniste. Bien disposé à profiter des bienfaits accordés par sa nouvelle aura. Donc voici le choix des 3 personnages. Peut-être qu'il y en a un qui vous plaît plus qu'un autre. J'aurai peut-être l'occasion de les essayer tous, mais c'est vraiment pas sûr parce que le livre est quand même bien épais, donc il vaut mieux bien choisir dès le début. Si vous avez un avis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous le souhaitez. Dans ce livre, nous avons le choix entre des règles simplifiées ou avancées. Cyclades est un jeu interactif qui obéit à certaines règles de jeu, simplifiées ou avancées. Ce choix était effectué avant d'entamer l'aventure et ne peut pas être modifié en cours de route. Si vous avez plus l'âme d'un lecteur que d'un joueur et privilégiez le récit à l'aspect ludique, les règles simplifiées vous conviendront. Ce n'est pas mon cas. Elles ne nécessitent pas de dés à lancer et permettent de résoudre rapidement les affrontements à venir. Mais si vous appréciez la dimension tactique dans un livre-jeu, le hasard et une simulation plus réaliste, alors les règles avancées sont faites pour vous. Quel que soit votre choix, voici les notions essentielles à connaître avant de vous lancer dans cette dangereuse expédition en rapport avec la feuille de personnage placée à la fin de ce livre. Alors, niveau de santé. Donc là, on a un niveau de santé un peu particulier. On a donc 1, 2, 3, 4, 5 niveaux de santé qui sont avec ces symboles-là. Donc il faudra un petit peu se les mettre en tête au début. Voilà. Et puis, donc, selon le personnage que l'on choisit, on ne démarre pas avec le même niveau de santé. On ne peut pas dépasser le niveau de santé initial. Ensuite, on a des épreuves
Il vous sera régulièrement proposé de résoudre une épreuve physique, diplomatique ou mentale assortie d'un niveau de difficulté. Ce dernier représente un seuil chiffré à atteindre lors d'un test. Si le résultat du test est égal ou supérieur au seuil requis, on réussit l'épreuve. Si c'est inférieur, vous échouez dans votre tentative. Le résultat du test sera éventuellement impacté par plusieurs modificateurs, en particulier par le nombre de points d'héroïsme que vous aurez sacrifiés afin d'améliorer votre score. Vous disposez d'un certain nombre de points d'héroïsme au départ, en fonction du personnage choisi. Antienera 7, Brasidas 10 et Euclès 4. Cette valeur va souvent diminuer, mais vous pouvez en gagner parfois après quelques exploits dantesques ou autres actions honorables. Et ça peut même dépasser le niveau initial. Vous pouvez les dépenser lors de 2 événements. Une épreuve afin d'augmenter votre chance d'atteindre le seuil requis pour la réussir. Un combat afin d'augmenter vos chances d'y survivre. Ensuite, on a une partie pour les objets. Donc là, c'est la description de la feuille de personnage. On a les notes. Donc moi, je vais avoir mon carnet de notes parce que souvent, la petite case pour les notes est vraiment très insuffisante. Ensuite, nous aurons des muses. Être inspiré par l'une des célèbres muses de l'Antiquité ne peut que vous apporter des avantages au cours de votre quête. Si vous avez la chance d'en rencontrer une et de vous attirer ses faveurs, c'est ici que vous cocherez son nom. L'errance, alors ça c'est particulier. Vous allez vous retrouver dans une course contre le temps pour accomplir votre mission avec succès. La clepsydre s'écoulera implacablement tandis que vous sillonnerez sans relâche les îles égéennes. Vous cocherez dans ce tableau les cases au fur et à mesure que vous gagnerez des points d'errance, sachant que vous commencerez à 0 au début de l'aventure. Votre niveau d'errance ferait pratiquement office de calendrier. C'est le jour quand une case du tableau est blanche, le soir quand elle est grise, et la nuit règne quand elle est noire. Alors, le tableau d'errance, le voici. Voici ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Bon, on va voir ça plus en détail, ça sera expliqué avec les premiers paragraphes. Ensuite, nous avons des symboles. Vous apercevrez tout au long du récit divers symboles présentant des lettres grecques. S'ils vous concernent, leur signification vous aura été préalablement notifiée et vous saurez comment les interpréter. Dans le cas contraire, ignorez-les simplement. Et ensuite, on a la fin de l'aventure. Nous parviendrons peut-être à retrouver Aphrodite et à atteindre l'une des 8 fins personnellement satisfaisantes qui découlent de ce succès. Celles-ci vous conduiront vers l'épilogue, synonyme de victoire, mais il est encore plus probable que vous trouviez avant ça la mort en combat, que votre niveau de santé descende au-dessous du dernier cran ou que vous terminez dans une section sans renvoi pour poursuivre l'aventure. Dans l'un de ces derniers cas, reprenez-la depuis le début en réinitialisant votre feuille de personnage et pourquoi pas en choisissant l'un des 2 autres héros à interpréter. Vous pourrez alors profiter de l'expérience acquise pour améliorer votre parcours, effectuer de nouveaux choix et découvrir ainsi des passages, des trésors ou des indices qui vous avaient échappé. À présent, consultez la section suivante pour savoir si vous optez pour les règles simplifiées ou les règles avancées. Alors, je ne vais même pas vous parler des règles simplifiées parce qu'on ne les prendra pas. Je vous fais un petit gros plan si vous faites arrêt sur image, si vous pouvez les lire, et on passe directement aux règles avancées. Chacun des 3 héros disponibles se caractérise par des atouts différents, matérialisés par des bonus chiffrés. Ceux-ci sont à ajouter au résultat des dés lors d'une épreuve. Donc Antienara, épreuve mentale, plus 2, physique, plus 1. Euclès, épreuve mentale, plus 1, diplomatique, plus 3, physique, plus 1. Brasidas, épreuve diplomatique, plus 1 et physique, plus 2. L'accumulation de fatigue et de blessures va handicaper votre personnage tant qu'il n'aura pas trouvé l'occasion de récupérer ou de se soigner. Si vous atteignez un niveau de santé trop bas, vous souffrirez d'un malus à appliquer lors des dés lors d'une épreuve. Donc, ce niveau de santé moyen, c'est moins 1, et bas, c'est moins 2, et ensuite on a agonisant, et ensuite on est mort. Voilà ce que j'ai compris. Ensuite, résolution des épreuves au dé. Pour résoudre une épreuve diplomatique, physique ou mentale, vous devez lancer 2 dés à 6 faces. Pour l'instant, ça va, je suis. Leur somme est le résultat du test, mais vous devez y appliquer les éventuels modificateurs suivants.
Bonus naturel du personnage, donc ça on vient juste de le voir. Le malus consécutif à un niveau de santé, on vient également de le voir à l'instant. Et enfin le nombre de points d'héroïsme dépensés. Vous pouvez en effet sacrifier des points d'héroïsme afin d'augmenter votre score et atteindre le seuil requis pour réussir l'épreuve. Chaque point ainsi dépensé augmente de 1 votre résultat au test. Exemple, Euclès est confronté à un mage égyptien cherchant à l'hypnotiser. Il doit réussir une épreuve mentale de difficulté 8 pour ne pas succomber à l'enchantement. Le célèbre frondeur n'est pas au meilleur de sa forme. Son niveau de santé est égal au niveau blessé, soit -1 aux épreuves, mais il bénéficie naturellement d'un bonus de +1 aux épreuves mentales. Les dés lancés donnent un total de 7, modifié par le malus de blessure, puis le bonus de héros, ce résultat reste à 7. Notre champion décide alors de sacrifier 1 point d'héroïsme pour atteindre 8. Euclès sort au dernier moment de son organisement pour dégainer son épée courte et faire regretter à l'étranger d'avoir croisé son chemin. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dépenser des points d'héroïsme après avoir lancé les dés. Ça, c'est une particularité intéressante qui va nous permettre de, peut-être, sur certaines épreuves, de ne pas dépenser de points d'héroïsme si on ne tient pas absolument à la réussir. Les combats, donc c'est un petit peu similaire aux épreuves, mais je vais vous le lire quand même. Les affrontements qui vous seront proposés seront en général à mener au corps à corps, mais si vous jouez Euclès ou Antinera, vous aurez souvent la possibilité de décocher 1 ou 2 projectiles afin de le résoudre. Voici comment procéder. Antinera, chaque fois que vous verrez la lettre Epsilon près du nom d'un adversaire, vous aurez la possibilité de lui décocher une flèche avant d'entamer la lutte au contact. Tentez alors une épreuve physique de difficulté 8. En cas de succès, vous aurez touché l'ennemi qui verra son niveau de santé descendre d'un cran avant même la confrontation. En cas d'échec, le projectile rate sa cible. Si la lettre Epsilon est représentée 2 fois, vous avez la possibilité de tirer 2 flèches avant d'entamer la bataille. Vous ne serez jamais à court de munitions au cours de cette aventure. Euclès, à chaque fois que vous verrez la lettre, alors je ne sais pas comment ça se prononce en grec ou en latin, près du nom d'un adversaire, vous aurez la possibilité de lui décocher une pierre de fronde avant d'entamer la lutte au contact. Tentez alors une épreuve physique de difficulté 8. En cas de succès, vous aurez touché l'ennemi qui verra son niveau de santé descendre d'un cran avant même la confrontation. En cas d'échec, le projectile rate sa cible. Vous ne serez jamais à court de munitions au cours de cette aventure. Alors apparemment, c'est Antinera la plus rapide puisqu'il est indiqué que parfois on pourra tirer 2 flèches, mais on n'a pas la remarque avec Euclès. Vous débuterez ensuite la mêlée dans le cadre de cet affrontement. Chaque niveau de santé correspond à une table de combat précise à laquelle il faut se référer pour connaître le résultat d'un assaut. Ces tables sont disponibles dans les annexes intitulées Règles de combat avancées, mais vous n'avez pas besoin de les consulter pour le moment. Alors on va quand même les consulter vite fait, si ça ne vous embête pas, juste pour que ce soit un peu plus rapide. Alors ça m'a l'air assez complet, je crois que je vais faire la photocopie. Alors, règles de combat avancées. Les règles de combat avancées m'ont l'air assez solides, figurez-vous. Et je vais vous les montrer tout de suite. Alors, donc voici la règle de combat. Par exemple, si mon niveau de santé actuel est comme ceci. Donc voilà, et il n'y a que Eusidas apparemment qui peut atteindre ce niveau de santé. Ensuite, on a un niveau de santé égal, blessé, agonisant. Non, ça c'est agonisant. Ça c'est l'autre avant, c'est moyen. Enfin, il faudra qu'on s'habitue. Donc en fait, selon la forme où je suis, je vais pouvoir mener différents assauts. Donc il faudra absolument garder le meilleur niveau de santé possible. J'en ai peur. Alors, étape numéro 1. Si vous jouez Euclès ou Antinera, regardez si le symbole Epsilon ou l'arche suivent le nom de l'adversaire. Si oui, vous avez des possibilités de décocher un projectile. Ok, ça on vient de le voir. Étape numéro 2, décidez si vous utilisez les points d'héroïsme et combien de points vous souhaitez sacrifier à cet assaut. Notez que contrairement aux épreuves, ce choix se fait avant de lancer les dés. Alors pour les combats, c'est pas pareil.
Je ne sais pas si je vais dépenser des points d'héroïsme, il vaut peut-être mieux les garder pour les épreuves, c'est ce que je comprends pour l'instant. Étape numéro 3, lancez les dés en consultant la table de combat correspondant à votre niveau de santé actuel. Ajustez éventuellement le nombre obtenu par le modificateur de combat de l'ennemi. Exemple, un modificateur de combat plus 1 ajoute 1 point à la somme des 2 dés, ça j'ai compris. Et par le nombre de points d'héroïsme dépensés. Croisez ce résultat dans la table de combat, avec le niveau de santé actuel de l'adversaire, les colonnes pour obtenir l'effet de l'assaut. Appliquez-en alors immédiatement la conséquence, voir section ci-dessous, résultat d'un assaut, avant de relancer les dés pour un nouvel assaut à partir de l'étape 2, jusqu'à obtenir un résultat annonçant le terme de l'affrontement. Alors... Par exemple, si je joue, on va prendre un exemple, si je joue Uzida, je suis donc à mon meilleur niveau. J'ai lancé 2 dés, donc j'ai fait un 8. Donc le E c'est ennemi. Donc en fait il me faut le meilleur résultat possible, puisque si je fais un 12, eh bien systématiquement il est vaincu. Par contre, si j'ai pas la lettre E juste avant, ça s'applique à moi. Donc je passerai, si je fais 4 par exemple, je vais passer de ce niveau de santé-là à 4, à étourdi. Là, il y a perte d'équipement, donc ça doit être un petit peu particulier. Là, c'est nul. Alors, plus l'ennemi est en mauvaise forme, plus il sera facile à vaincre. Alors, c'est le système de combat le plus avancé que j'ai revu, et même depuis Sorcellerie, hein, sans aucun doute. Alors, je continue. Donc, on a l'étape de combat. Je fais un petit dézoom. Ça, je vais faire la photocopie parce que je ne vais pas vouloir aller à la fin du livre à chaque fois. Ça ne va pas être possible, hein. Résultat d'un assaut. Mort. Vous recevez un coup fatal et votre quête s'achève ici. Clac. Tête. Cette blessure au crâne saigne abondamment, vous restreignant soudain la vision. Votre niveau de santé descend d'un cran. Tous vos jets de dés sont pénalisés de -1 d'ici la fin du combat et vous ne pouvez plus utiliser de points d'héroïsme jusqu'à son terme. Si vous recevez un nouveau coup à la tête d'ici là, celui-ci vous est fatal et votre aventure prend fin sur le champ. Côte. Vous avez une côte brisée et la douleur ôte toute vigueur à vos coups. Votre niveau de santé descend d'un cran. De plus, chaque 6 sur un dé se change en 5, et ce jusqu'à la fin du combat. Si vous êtes de nouveau atteint aux côtes, pendant ce duel, vous perdez connaissance et votre aventure s'achève instantanément. Main. Votre niveau de santé descend d'un cran. Lancez ensuite un dé. De 1 à 3, votre main directrice est touchée et votre adversaire vous blesse une seconde fois le temps que vous récupériez votre arme. Votre niveau de santé descend alors d'un nouveau cran. De 4 à 6, il s'agit de l'autre main, ce qui ne vous affecte pas plus sérieusement. Genou, votre niveau de santé descend d'un cran. Vos mouvements sont limités à la suite de cette blessure et vous diminuent de 1 tous vos jets de dés jusqu'à la fin du combat. En cas de genou à nouveau touché, vous subissez un autre malus de -1 cumulatif avec le précédent. Blessé, votre niveau de santé descend d'un cran. Poursuivez le combat sur la nouvelle table appropriée. Étourdi, vous subissez un malus de -2 à votre prochain jet de dés. Perte d'équilibre, vous subissez un malus de -1 à votre prochain jet de dés. Nul, aucun combattant n'est touché à cet assaut, relancez les dés. Alors, ensuite ça c'est pour l'ennemi. Perte d'équilibre, votre adversaire est sur le reculoir, c'est ça, et vous bénéficiez d'un bonus de +1 à votre prochain jet de dés. Étourdi, votre ennemi doit récupérer et vous bénéficiez donc d'un bonus de +2 sur votre prochain jet de dés. Blessé, vous blessez votre ennemi dont le niveau de santé descend d'un cran. Genou, vous blessez l'ennemi au genou et ses mouvements sont alors diminués, augmentez de 1 tous vos jets de dés jusqu'à la fin du combat. En cas de genou à nouveau touché, vous gagnez encore un bonus de +5 cumulatif avec le précédent. N'oubliez pas également de descendre d'un cran son niveau de santé. Main. C'est pareil que pour nous. Et côte, vous fracassez une côte à votre ennemi et la douleur ôte toute vigueur à ses coups.
Son niveau de santé descend d'un cran. De plus, chaque 1 sur un dé se change en 2, et ce jusqu'à la fin du combat. Si vous l'atteignez de nouveau aux côtes, il perd connaissance et vous sortez vainqueur. Tête, vous lacérez le cuir chelu de votre ennemi qui se retrouve à moitié aveuglé par le liquide vermillon coulant sur ses yeux. Son niveau de santé descend d'un cran. Vous gagnez 1 point d'héroïsme ainsi qu'un bonus de +1. Tous vos jets de dés jusqu'au terme du combat. De +1 à tous vos jets de dés jusqu'au terme du combat. Si vous atteignez votre adversaire une nouvelle fois à la tête, il perd la vie et vous remportez le duel. Vaincu, votre attaque ôte la vie de votre adversaire. Donc là, c'est du costaud. C'est du costaud. Chaque combat sera une aventure en soi. Alors là, il y a un exemple de combat. Alors, est-ce qu'on va tout lire? Bon, faites avance rapide si ça ne vous convient pas sur l'exemple de combat. Euclès, le fondeur, n'ayant pas récupéré depuis sa rencontre avec le mage égyptien, son niveau de santé est moyen. Son regard tombe soudain sur un hameau en contrebas d'une vallée et il accélère l'allure, espérant bien y prendre quelques repos. Las, un eau du ricanement l'alerte soudain, il se retrouve pour voir tomber des airs à sa rencontre, toute serre dehors, la forme grotesque d'un corbeau géant. Mais la tête chauve est celle d'une mégère au croc carnassier et une poitrine féminine, bien que flétrie, pend sur le torse déplumé. Nul autre choix que de vaincre ou mourir. Alors c'est une fille de harpie. Alors là, je vais pouvoir éventuellement décocher 2 flèches, ou une flèche si je joue Euclès. Modificateur de combat, -1. Donc c'est un adversaire difficile. Et elle est dans le même état de santé, alors que je lise bien. Non, elle est juste supérieure à moi. Euclès a la possibilité de tirer une pierre de fronde avant de dégainer son épée courte. Pour ce combat, Antianera aurait même pu tirer 2 flèches. Il lui reste encore 3 points d'héroïsme à ce stade de l'aventure, et il décide d'en utiliser 1 pour son tir, jugeant essentiel de prendre rapidement l'avantage. Bah oui, il va y avoir de la tactique. Forcément. Il lance les dés et obtient un 7, mais ce nombre est modifié par son +1 naturel aux épreuves physiques, son malus de -1 à cause de son niveau de santé, et son +1 grâce à son point d'héroïsme. Avec un total de 8, le tir est réussi de justesse. La pierre blesse la harpie qui passe en niveau moyen, donc comme Euclès, avant l'affrontement en contact. Euclès lance alors les dés pour le premier assaut et obtient cette fois 6, mais le modificateur de combat -1 de l'être hybride fait passer son résultat à 5. La table de combat santé moyenne correspondant au niveau de santé d'Euclès indique que notre héros est étourdi et est donc pénalisé de -2 pour le prochain assaut. Le frondeur utilise un nouveau point d'héroïsme pour compenser partiellement ce désavantage. Les dés donnent cette fois un résultat de 9, auquel on soustrait 1 pour le modificateur de combat, 2 pour les talismans, mais on ajoute 1 pour l'héroïsme utilisé, c'est-à-dire 7. Indique une perte d'équilibre pour la fille de harpie, et en conséquence un bonus de +1 pour l'assaut suivant. Euclès hésite, mais n'utilise finalement pas son dernier point d'héroïsme, le dieu de la guerre. Le dieu de la guerre. Arès, apprécie visiblement cette prise de risque, car les dés offrent un 10, le modificateur de combat est annulé par la perte d'équilibre et un tel résultat indique que la fille de harpie est touchée à la tête. La harpie passe dans le presque agonisant et Euclès regagne 1 point d'héroïsme. Ah tiens, pourquoi il regagne 1 point d'héroïsme? Ça doit être un résultat de combat, ça, j'ai pas bien vu. J'ai pas bien vu. Que je comprenne bien, puis vous aussi, si je comprends pas, c'est que peut-être quelqu'un n'a pas bien compris non plus. Alors, toucher à la tête, vous gagnez 1 point d'héroïsme lorsqu'on touche quelqu'un à la tête, ainsi qu'au bonus de +1 à tous les jets de dés jusqu'au terme du combat. C'est très bien de toucher quelqu'un à la tête. Le dernier assaut voit sortir un 7 naturel au dé, résultat qui ne bouge pas puisque le sang coule sur ses yeux du monstre, annule le modificateur de combat. L'ennemi est vaincu et Euclès peut souffler, heureux de s'en être finalement tiré à bon compte, même s'il ne lui reste plus qu'1 point d'héroïsme. Cela sera-t-il suffisant pour atteindre le village?
Voici pour cet exemple de combat qui a été un petit peu long. Je reviens à mes moutons. Niveau de jeu, donc épique. Je vais choisir épique, je vous le dis par avance. Vous aimez qu'un livre-jeu vous donne du fil à retordre. Vous ne craignez pas d'effectuer plusieurs tentatives pour en venir à bout, car vous appréciez à chacune la découverte de nouveaux passages. Si vous choisissez ce niveau de jeu, vous trépasserez sans doute 4 ou 5 fois avant d'atteindre l'une des fins victorieuses. 4 ou 5 fois, ça ne me paraît pas possible. Moi, je ne suis pas très bon. On va peut-être faire 5 à 10 fois. Conséquence, comme pour un livre-jeu classique, vous recommencerez au départ avec un héros avec ses capacités initiales, sans les objets, muses ou codes précédemment glanés. Si on jouait au niveau modéré, alors un niveau de challenge est nécessaire pour mieux savourer la victoire. Cependant, vous trouvez frustrant de recommencer souvent l'aventure avant d'en voir le bout, surtout quand celle-ci est longue. Si vous optez pour ce niveau de jeu, vous ne devriez pas échouer plus de 3 fois avant d'obtenir un succès. Conséquence, lorsque vous devez reprendre l'aventure depuis le début à la suite d'une fin funeste, il vous est permis de conserver les objets, muses et codes en votre possession du héros au moment de son trépas, à condition que vous ne changiez pas de personnage lors de cette nouvelle tentative. Et puis le niveau favorable, on va même pas le dire, c'est trop nul. Voilà, non, c'est pas possible. Unité de mesure, un doigt c'est 2 cm, un empan 25, une coudée 50, un stade 150 mètres, un mille marin 2 km, une amphore 18 litres, un drachme 4 grammes et une mine 600 grammes. C'est approximatif. Alors, est-ce qu'on lit le premier paragraphe? Allez, on va lire le premier paragraphe, mais il n'y en aura qu'un seul. Vos sandales volent littéralement sur la pente rocheuse au sol inégal et vous risquez à tout instant de trébucher. Une éventualité fatale, mais il est hors de question de ralentir ou de vous retourner. La fournaise s'intensifie tout comme l'effroyable grondement de la coulée de lave qui vous talonne. L'air pénétrant dans votre bouche béante dessèche vos muqueuses. Votre gorge n'est plus qu'un fourneau infernal, s'auto-incinérant au rythme de votre respiration spasmodique. Un bref revers de la main vous permet d'éponger vos paupières, mais déjà coule à nouveau la sueur de vos cheveux détrempés. Ce geste fugace a quand même le mérite d'éclaircir votre vision à l'intérieur du cratère. Le dénivelé s'achève sur un gouffre traversé par un pont naturel, du magma solidifié formant comme une arche par-dessus le vide. Si vous parvenez à l'atteindre avant la rivière de lave, celle-ci plongerait dans les profondeurs. Mais un bon stade vous sépare encore de la passerelle salvatrice. Alors un stade, c'est 150 mètres. C'est raisonnable. Vous venez cependant de repérer 2 autres échappatoires potentiels. Une saillie rocheuse à votre gauche, sur laquelle vous pourriez vous hisser, éloigné à peine de 50 empans. Donc empan, c'est 25 cm. Donc ça fait quoi ça? Excusez-moi, je fais un petit calcul peut-être un peu désimmersif, mais 50 empans, il va falloir... ça fait 2500, ça fait quelques mètres à peine. Et surélevé de 5 bonnes coudées. Une coudée, c'est 50, donc 2,50 m, c'est 50 cm. Par rapport au sol. De l'autre côté de votre droite, un boyau circulaire s'ouvre dans la paroi de basalte, juste assez large pour vous permettre d'y courir. Vous n'avez cependant aucune certitude que la coulée volcanique ne va pas s'y engouffrer à votre suite. Mais l'heure n'est pas aux évaluations statistiques. Allez-vous continuer à dévaler la pente en direction du gouffre, sauter pour atteindre l'éperon rochereux ou bifurquer à l'intérieur de l'étroit tunnel? Alors je pense que selon le personnage que je vais jouer, je vais faire un choix différent. Voilà, vous avez quelques jours pour vous décider. Donc, du personnage qui va être joué sur Cyclades, ou, si Cyclades ne vous convient pas, de choisir, je rappelle, vous avez encore la possibilité de me mettre un petit message si ça vous intéresse. Complot sous la lune, les tabours de Charamanca, auquel cas je referai une vidéo d'introduction, et oui, j'adore faire des vidéos d'introduction.
ou bien Legendary, c'est rien, c'est mon micro qui vient de tomber, Legendary Kingdom, la vallée des os, particularité, je le souligne. Alors là aussi c'est très épais, hein, parce que c'est sur 2 colonnes et puis c'est du format A4, je peux vous dire que c'est du costaud, hein. Donc voilà. Tout cela me paraît fort intéressant, quel que soit le choix retenu, ça va être super. J'aime beaucoup d'ores et déjà le système de combat, parce qu'il va y avoir la tactique, est-ce qu'il faut dépenser ses points d'héroïsme ou pas? On va être touché à la tête, on va toucher l'adversaire à la tête. Selon le bonus ou le malus que l'on a sur le résultat d'un assaut, il va falloir faire différentes choses. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé un moment en ma compagnie. J'étais ravi de faire cette petite vidéo. Et puis, peut-être à bientôt sur Cyclades avec cette feuille de personnage. Alors, si vous étiez intéressé par ce monde-là. À ciao, bonsoir.